La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Je suis Clémence Méran-Freinet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent. Et donc moi, c'est Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie qui suis passé de la gestion d'entreprise au CAP à Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. La vanille, ses gousses odorantes et ses grains subtilement parfumés. C'est une saveur qu'on connaît tous depuis toujours et que tout le monde apprécie, et pour ne pas dire raffole dans mon cas. Pour un pâtissier d'ailleurs, elle est indispensable. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Christophe Adam dans les premiers mots de l'édito de son livre sur la vanille. Je cite « Un pâtissier sans vanille serait comme un peintre sans peinture ». Ça veut bien dire le poids qu'a cette orchidée tropicale dans le monde sucré. Pourtant, la vanille aujourd'hui, c'est devenu une denrée de luxe, avec un prix au kilo presque équivalent à la truffe noire. C'est pour cette raison que des alternatives, moins chères mais plus ou moins qualitatives, sont apparues sur le marché pour obtenir cet arôme de vanille si recherché, tout en diminuant son coût. Et d'ailleurs, à propos de coût, pour mieux comprendre son prix, il va falloir commencer par expliquer la culture de la vanille. D'autant plus que ces étapes, pour obtenir ces gousses noires longilignes, sont pour beaucoup encore un mystère. Il faut entre autres savoir qu'un vanillier met 3 ans environ avant de produire ses premières fleurs, qui pourront ensuite donner des gousses. Une fois que ces fleurs apparaissent, entre septembre et mi-décembre, il faut que les producteurs viennent féconder une à une les fleurs ouvertes. La fécondation que doit réaliser le cultivateur consiste en fait à déchirer très délicatement une pétale, qui est une sorte de protection stérile qui sépare l'étamine chargée de pollen du pistil. Une fois que cela fait, à l'aide de son pouce, on va pouvoir les mettre en contact pour permettre la pollinisation. Pour avoir de belles gousses, généralement, on ne féconde qu'une dizaine de fleurs maximum par grappe, en sachant que sur une grappe, il y a entre 15 et 20 fleurs. Et ça va permettre à ce qu'elles puissent bien se développer. Mais les étapes de la culture de la vanille, on a une super première invitée qui pourra nous en parler beaucoup mieux que nous. C'est Léa Lecomte, ingénieure agronome ayant effectué un stage de 6 mois à l'EVT, l'établissement de la vanille de Tahiti. Elle a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour Léa, enchantée. Est-ce que tu peux nous présenter Bonjour. un petit peu ton petit parcours ? Oui, alors du coup, moi je m'appelle Léa Lecomte, je suis ingénieure agronome diplômée de Bordeaux Sciences Agro et j'ai eu la chance de réaliser en 2015 un stage à l'établissement Vanille de Tahiti en Polynésie française sur la vanille de Tahiti. Donc, Première question, pourquoi t'es-tu intéressée à la vanille ? une question de circonstances en fait. J'ai la chance d'avoir un oncle qui habite en Polynésie, donc à Raiatea, et parallèlement, il y a une équipe de recherche qui travaillait sur la vanille et qui travaillait notamment avec quelqu'un qui connaît très bien ma mère. Et donc, on a monté un projet de stage comme ça, donc entre ces personnes qui ne se connaissaient pas, mais qui me connaissaient. Et donc, j'ai eu la chance d'être accueillie là-bas par l'établissement vanille de Tahiti. Donc, c'était l'occasion pour moi de faire un super voyage, de découvrir une culture que je connaissais déjà un peu, mais vraiment cette production très spécifique que je ne connaissais pas du tout. Puis la vanille, ça reste quand même très intéressant au final. Ouais, et surtout la vanille de Tahiti. Surtout la vanille de Tahiti. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter, à Tahiti, du coup, tu as été sur place, tu as été dans les cultures, etc. Est-ce que tu peux nous parler justement de la culture de la vanille ? Comment ça se passe ? Parce que finalement, nous, on connaît la gousse une fois qu'elle arrive chez nous, mais qu'est-ce qui se passe avant qu'elle arrive chez nous ? Ouais, alors effectivement, il y a quand même différentes étapes et différentes personnes qui interviennent avant qu'elle arrive jusqu'à nous. Du coup, il y a aussi différentes façons de la produire, notamment la vanille de Tahiti. Parce qu'en fait, c'est une orchidée, mais c'est surtout une liane. Donc ça veut dire qu'elle va avoir besoin d'un support pour grandir. Donc là, du coup, il y a 2 types de production. Je vais parler un petit peu d'agro, puisque du coup, c'est un peu ma formation. Et en termes de type de production, il y a la production traditionnelle. Donc là, ça veut dire que dans les îles, dans les hauteurs, au niveau des sous-bois, les producteurs, ils servent des arbres comme tuteur naturel. Et là, du coup, la vanille grandit tranquillement. Et sinon, il y a une autre culture qui est en fait plutôt dans les plaines. Et donc, c'est une culture sous ombrière, ça s'appelle. C'est une serre, une serre, c'est pas avec des vitres, mais plutôt avec des filets. Et du coup, donc là, les vanilles vont grandir sur des tuteurs. Donc, c'est vraiment, du coup, 2 cultures différentes parce qu'on a aussi 2 approches vraiment différentes. Plus ou moins professionnalisée, même si l'agriculture là-bas, elle n'est pas très professionnalisante comme nous, on l'entend comme l'agriculture ici.
Et du coup, une fois que que la vanille est produite, elle est récoltée. Donc là, après, il y a la différence avec la vanille de Madagascar, on reviendra peut-être dessus. Et ensuite, elle est préparée, donc là, pareil, avec des procédés différents que la vanille de Madagascar, et donc par d'autres personnes qui sont les préparateurs. Et là, en Polynésie, il y a une petite vingtaine de préparateurs, dont seulement 4 ou 5 qui vendent à l'export. Donc vraiment, c'est un tout petit marché à l'export, c'est pour ça qu'on la connaît très peu, nous, en tant que consommateurs. Et donc après cette phase de préparation, qui dure aussi quelques mois, elle arrive chez nos pâtissiers et pas chez nous. Et c'est quoi les phases de préparation? Quelle est cette étape? Alors pour la vanille de Tahiti, en fait, c'est super simple. C'est-à-dire que la vanille de Tahiti, contrairement à la vanille de Madagascar, c'est une gousse qui n'est pas déhiscente. C'est-à-dire qu'à maturité, elle s'ouvre pas. Alors que la vanille de Madagascar, c'est un petit peu comme le pois. C'est-à-dire qu'à la maturité, la gousse, elle s'ouvre et ça permet, par exemple, pour le pois, que les pois ils soient disséminés plus loin. Donc là, du coup, le fait que la vanille de Tahiti, elle soit pas déhiscente, ça veut dire que les producteurs, ils vont pouvoir la faire maturer sur pied, donc vraiment beaucoup plus longtemps. Et ils la récoltent quand elle est noire, alors qu'à Madagascar, ils la récoltent verte. Ce qui fait que les deux procédés de maturation sont totalement différents, de préparation sont totalement différents, puisque à Madagascar, il faut du coup à la fois stopper ce processus de maturation et en même temps permettre à tous les arômes de s'exprimer. Alors que la vanille de Tahiti, ma foi, on la récolte. Tous les arômes sont déjà exprimés en fait. Et en termes de préparation, il n'y a plus qu'à la faire sécher 2 à 5 heures par jour au soleil pendant quand même une phase de quelques mois, 2 à 4 mois. Alors que, en fait, pour la vanille de Madagascar, du coup, il faut mettre la vanille dans de l'eau pendant 3 minutes dans de l'eau à une soixantaine de degrés. Après, il faut la mettre sous étuve. Et après, on passe à cette phase de séchage qui dure que quelques semaines, par contre. Donc, on a vraiment 2 produits totalement différents, de procédés, du coup, totalement différents, que ce soit en termes de culture et de préparation. Et niveau quantité, du coup, est-ce que la vanille de Madagascar est produite en beaucoup plus grande quantité que la vanille de Tahiti? On a l'impression, quand tu en parles, que c'est un peu plus industriel du côté de Madagascar que... Pour ce qui est du niveau en tout cas de l'industrialisation de la production, je pourrais pas trop me positionner là-dessus parce qu'au final, j'ai rencontré que les producteurs de Polynésie, mais par contre, la vanille de Polynésie, c'est un produit très rare. En fait, ça représente que 0,5% de la production mondiale. C'est vraiment peanuts. Après, la vanille de Polynésie, elle est exclusivement, en grande majorité, produite en Polynésie française sur 3 îles, Raiatea, Taha et Wahine, alors que la vanille de Madagascar, elle est produite à Madagascar, à La Réunion, vraiment dans plein d'autres endroits. En termes de surface, c'est incomparable aussi. Et du coup, aujourd'hui, la vanille, alors c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui assez indispensable pour les pâtissiers, mais qui commence à avoir un certain coût. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui explique un peu ce coût que la vanille peut avoir aujourd'hui? Mais pour ce qui est de la vanille de Tahiti, à la fois c'est un produit très rare, donc assez logiquement qui a aussi apparenté à un produit de luxe, donc le coût est en conséquence, mais aussi le prix est aussi lié au fait qu'il y a une quantité très inégale qui est produite d'une année à l'autre, donc qui fait varier énormément les prix. À titre d'exemple, par exemple, là en 2016, il y avait 9 tonnes qui étaient produites, contre en 2013 38. Donc déjà, d'une année à l'autre, c'est incroyable! important. Et sachant qu'avant 1965, il y avait entre 200 et 250 tonnes qui étaient produites par an. Ah oui! Et en fait, ces grandes variations entre avant 65 et maintenant, elles sont liées à la déstructuration totale, au moins à la modification du mode de vie des Polynésiens. Parce qu'avant, c'était un mode de vie très communautaire autour de la vie du village, et la production de vanille, ça faisait vraiment partie d'une habitude, en tout cas des choses à faire au sein de la communauté. Et donc, le mode de vie autour de ces 50 dernières années en Polynésie a quand même beaucoup changé. Donc, il y a eu un petit peu une perte de l'habitude de cette culture-là, l'arrivée d'autres métiers aussi, tout à fait normal. Hein. Mais après, pour les variations plus récentes, là, c'est à la fois, il y a des aléas climatiques, forcément, d'une année à l'autre. Hein, ça s'explique. Sur des petites surfaces comme ça, les variations peuvent être importantes. Et après, sinon, pour revenir, c'est en lien avec les 2 modes de production. En fait, la production dite traditionnelle, elle est dans les mains de gens qui, du coup, ne considèrent pas forcément la culture de la vanille comme leur métier, parce qu'effectivement, ça ne l'est pas, ils ont aussi beaucoup d'autres activités. Et du coup, il y a aussi un jeu de motivation qui joue beaucoup, qui fait varier la production d'une année à l'autre, c'est-à-dire que quand il y a une année où il y a eu peu de production, le prix va être assez élevé pour les producteurs, donc ils vont être vachement motivés pour l'année d'après, dans grande production, donc coût, prix moins élevé, et donc il y a tout ce jeu de variation de motivation aussi chez ces producteurs pour qui c'est une production annexe.
Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la main-d'œuvre et du coup, la motivation un peu du producteur est vachement importante parce qu'en fait, l'orchidée, d'où est issue la vanille, il faut la Fécondé. féconder à la main en Tout à fait. fait. Il faut la féconder Tout à à la fait. main et justement le savoir-faire, parce que c'est vraiment très minutieux et très petit. Donc vraiment, le savoir-faire est extrêmement important sur la qualité de la vanille. Et c'est pour ça que tu parlais de la motivation, etc. En effet, si t'es pas très motivé et que tu fais ça à la va-vite, la qualité de la vanille est vraiment impactée, quoi. Et même la quantité produite, parce qu'en fait, la fleur, elle est ouverte même pas 24 heures. Donc il faut passer tous les jours pendant 3 mois voir tous ses pieds pour, en gros, féconder, marier en plus, on dit là-bas, toutes les fleurs. Et c'est vrai que c'est assez difficile, j'ai eu la chance d'essayer de le faire. Enfin, la fleur est super sensible, il faut pas casser, il faut vraiment. Et puis quand on le fait bien, on a une belle gousse. Enfin, non, il y a vraiment tout un savoir-faire qui va derrière. Tout un Il est art. facile en plus à, à repérer parce que c'est une liane verte. Ça a beau être une orchidée, la fleur, elle est un peu vert pâle en plus, donc elle est pas facile à voir. Ah ouais, donc un vrai métier. D'ailleurs, je me posais une question puisque tu as parlé des deux modes de production, donc de manière traditionnelle avec les arbres comme tuteur de liane et sous ombrière. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a un impact sur le goût? Moi, j'en ai pas connaissance. Je sais qu'il y a des différences de goût entre les deux cultivars qu'il y a en Polynésie, parce qu'il y a deux. En gros, l'espèce, c'est Vanilla tahitensis, mais il y a deux cultivars de Vanilla tahitensis qui sont cultivés. Donc, il y a la Hapapé et la Tahiti. Et donc là, il y a vraiment des différences potentielles entre les deux. Après, je sais pas si la production joue sur la qualité. Cultivar, c'est une sorte de vanille Ouais, voilà, c'est ça. pour les novices comme nous. En gros, c'est ça. Ouais. Et en plus, on peut les reconnaître, la Hapapé, elle est plus grande que la Tahiti. Et la Tahiti, on dit qu'elle a un peu plus d'arômes, elle est plus difficile à cultiver. Voilà. Et du coup, elle serait meilleure que. Bon, D'accord. pas vraiment entre très très bon et très 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 très, très bon. Ouais. Je sais pas si c'est plus différent. Après, il y a différentes appréciations. Il y en a qui sont très fans de vanille de Tahiti, ou il y en a qui préfèrent la Réunion. Enfin, il y a vraiment des arômes particuliers, donc c'est un peu au goût de chacun. Mais moi, personnellement, j'avoue que je suis aussi un aficionados de la Tahiti. Il y a deux teams. Non, mais clairement, ce sont deux produits qui sont différents, à la fois en termes de nature de la plante, et après, comme je l'ai dit, de toute la préparation qui va derrière et qui du coup donne deux produits qui ont des goûts différents, qui sont des vanilles, mais qui vraiment n'ont pas les mêmes arômes. Moi, j'ai une petite question d'un ordre un peu plus culturel, puisque tu nous disais que la culture de la vanille était vraiment dans le mode de vie communautaire des années auparavant. Est-ce qu'on cuisine beaucoup à la vanille, même le salé là-bas? Oh oui. Alors beaucoup, je dirais pas ça, parce que du coup, au quotidien, le mode d'alimentation a aussi changé chez les Polynésiens. Mais oui, il y a des poissons à la vanille, ils font aussi du riz à la vanille. Enfin, j'ai eu la chance là, quand j'étais à mon stage, de participer à une soirée où il y avait tout un buffet autour de la vanille. Et donc là, de l'entrée au dessert, enfin, la vanille était mise à l'honneur et c'était totalement dingue. Vraiment très. Ça fait rêver. Moi, ça me fait rêver. Vincent est jaloux. Et alors, je sais pas ça si tu avais des informations dessus, mais là, il y a des nouveaux un peu producteurs de vanille, dont le Brésil et la Chine. Est-ce que à Tahiti, c'est quelque chose qui les inquiète, ou c'est quelque chose où ils ont une réflexion dessus, ou alors vraiment ils se disent nous on fait notre vanille et peu importe qu'il y ait de nouveaux producteurs, la vanille de Tahiti restera toujours comme un must-have. Ils produisent de la vanille de Madagascar, enfin de la planifolia ou de la. Ouais. Alors ça, je ne sais pas quelle vanille ils produisent, mais je sais que ils commencent à s'imposer comme des gros producteurs de vanille. Mais c'est pas encore reconnu comme étant de l'excellente vanille, quoi. Ben ça, du coup, je savais pas. Après, là-bas, les producteurs sont pas forcément inquiets en fait des débouchés potentiels. Ceux qui peuvent potentiellement être inquiets, ça va plutôt être les préparateurs, parce qu'au final, c'est ceux qui vont vendre la production, et même eux sont pas forcément inquiets de la variation de la demande, puisqu'en fait, ils arrivent jamais il y a toujours un surplus de demande en fait. Ils arrivent jamais à la combler totalement. Donc par rapport à ça, ils sont pas spécialement inquiets. Et après, c'est l'établissement Vanille de Tahiti qui, lui, a pour objectif de faire en sorte que la culture de la vanille puisse vraiment monter en puissance, quoi, pour, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent être pourvues. Et après, ça reste un marché de niche quand même. Donc, c'est pas parce qu'à côté, ça grossit que la vanille de Tahiti pourrait être impactée.
priori, c'est mon hypothèse. Et cet établissement, donc, qui a quand même une mission assez importante, au sein duquel tu as effectué ton stage de 6 mois, il a été créé quand et par qui ? Qui s'est dit, à un moment, il faut préserver la culture de la vanille, peut-être unifier les modes de production ou bien les répertorier ? Du coup, c'est un établissement public à visée commerciale, un EPIC. Alors, je ne sais plus exactement quelle est la signification de toutes les lettres. Donc, c'est, ma foi, on ne peut pas parler d'État de Polynésie française, puisque c'est quand même une communauté d'outre-mer, mais en gros, c'est voilà, toute la partie publique de la Polynésie française qui a décidé de mettre en place ça, et notamment poussé par les préparateurs, les gros préparateurs qui avaient besoin de structurer un petit peu mieux l'apport de matières premières pour eux avoir assuré encore mieux leurs débouchés. D'accord. Donc, après, quand ça a été créé, très bonne question. On va regarder. On va se renseigner, ouais. Je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez les croiser au Salon d'agriculture à Paris, parce qu'une des missions, c'est la promotion de la vanille de Tahiti à l'étranger. Et donc, bon, il y a aussi Alain Abel, la maison Alain Abel, qui est un des grands préparateurs, et l'établissement Vanille de Tahiti. Donc, vous pouvez acheter leur vanille. Ah bah voilà, on ira y faire un tour. Je pense qu'on a fait un bon petit tour là, on a appris plein de choses sur la vanille et à quel point en plus c'était lié vraiment au mode de vie, et ça on s'en doute pas forcément. Du coup, merci, c'était super intéressant. Ouais, merci beaucoup pour ces informations. Et de rien. En effet, c'est plutôt cool d'en savoir un peu plus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, mais sans trop savoir comment est-ce qu'on produit de la vanille en fait. Ouais, et puis surtout les différences. Ouais. Les vraies différences, parce que là, dans ton discours, on se rend bien compte à quel point Tahiti et Madagascar, ça n'a rien à voir. Ouais. Et oui, et c'est pas forcément très évident de pouvoir se procurer, nous, en tant que simple pâtissier non professionnel, enfin moi en tout cas, de me procurer de la vanille de Tahiti. Donc le salon d'agriculture à Paris, c'est un super bon moyen pour se procurer de la vanille de Tahiti. Sinon, sur Internet, c'est possible. Très franchement, j'en ai jamais trouvé autre part. En grande surface, c'est même pas la peine d'essayer. Mais, Très bon à savoir, on passera le mot. Génial, merci beaucoup Léa. Merci. de rien, avec plaisir. Merci Léa, grâce à toi on comprend bien mieux le prix de la vanille et surtout la diversité de produits et de modes de culture que le mot vanille recouvre. Allons maintenant à la rencontre de Fabrice Ducomte, pâtissier de formation, mais surtout propriétaire de 3 boulangeries-pâtisseries en banlieue parisienne, pour voir quel usage il fait de cet or noir. Donc après Léa Lecomte, nous voilà avec Fabrice Ducomte, qui va cette fois nous parler avec une toute autre vision, une vision de chef d'entreprise et de Pâtissier. responsable de boutique. Mais je vais m'arrêter là pour la présentation. Et je vais vous laisser justement, Fabrice, continuer de vous présenter. Moi, je suis Fabrice Ducomte, je suis pâtissier de métier. Je suis chef d'entreprise de 3 boulangeries, 2 à Antony, une à Châtenay-Malabry. C'est des boulangeries-pâtisseries, mais je suis pâtissier de métier et ancien élève de Ferrandi. Super. Fantastique. Alors, nous on se connaît déjà puisque j'ai fait mon apprentissage chez vous. Et nous, ce qui nous intéressait vraiment, puisqu'on a beaucoup parlé avec Léa de la culture de la vanille, de l'évolution du prix et finalement du fait que ce soit une denrée de plus en plus rare et donc chère. Ce qui nous intéressait, c'était de savoir comment des boulangeries-pâtisseries qui se plaçaient sur le créneau un peu haut de gamme, mais de pâtisserie de quartier, comment elles se positionnaient vis-à-vis de la vanille. Est-ce que vous en utilisiez plus avant ? Est-ce que, en fonction des fluctuations, vous avez baissé la proportion dans les crèmes pâtissières, par exemple ? Comment est-ce que vous en usez ? Alors bien sûr, là, ça fait 2-3 ans, 4 ans peut-être que la vanille a fait un bond, parce qu'il y a eu des problèmes de production et on a multiplié notre prix par 5 pratiquement sur le kilo de vanille. Nous, on a une pâtisserie un peu haut de gamme quand même, donc on n'a pas voulu arrêter d'en mettre. Donc on continue à faire notre crème pâtissière, nos crèmes chantilly parfumées avec des gousses de vanille, mais c'est sûr que la crème pâtissière, il y a quelques temps, il y a 10 ans, je mettais plus de gousses que maintenant.
On continue à en mettre et on a réduit un tout petit peu. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous êtes établi depuis 26 ans. Exactement. Je suis établi depuis 26 ans et je viens d'une famille de pâtissiers. Donc mes oncles, mes grands-oncles, et on était une douzaine de pâtissiers dans la famille, dans le sud de la France, en Espagne. Donc mes vacances, c'était surtout un périple chez mes oncles. Et je les voyais travailler à une gousse de vanille au litre. Ce qui était bon, hein, c'était des crèmes pâtissières extraordinaires. Et moi j'ai ce goût de crème pâtissière marqué vraiment avec cette trace de vanille. Voilà, moi il n'est pas possible pour moi de faire de la pâtisserie sans utiliser de la vanille, bien sûr. Mais du coup, on a diminué un peu les quantités pour rester dans un truc abordable et en ayant quand même un goût vanillé. Ouais, parce que et du coup, pour les gens, pour la clientèle, même malgré le coût, c'est quand même intéressant pour satisfaire les gens. Les gens attendent encore de la vanille, dans le goût de vanille dans les pâtisseries. Ouais, je trouve que vraiment ça sublime la pâtisserie, ça change vraiment le goût. Une crème pâtissière avec ou sans, c'est pas du tout la même crème, quoi. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. oui, et puis c'est vrai que visuellement, en tant que consommateur, on s'attend à retrouver les grains. On a besoin d'identifier comme ça, alors que parfois, on peut se retrouver avec des dérivés de la vanille, on a le goût de vanille sans les grains, et parfois, au contraire, on a de la gousse qui a été mixée, et qui donne donc des petits éclats de vanille, mais c'est pas vraiment les grains de la gousse de vanille, donc en tant que consommateur, c'est vrai que c'est parfois difficile de s'y retrouver, comment on peut... le goût peut-être. Le goût, et puis après, c'est les habitudes de chacun, se connaître leur professionnel, ça, on communique pas. Peut-être pas, on a peut-être ce tort de ne pas communiquer sur le prix des matières premières sensibles au cours, parce que c'est un cours mondial, hein, c'est pas seulement pour nous, hein, c'est pour tout le monde. Donc on communique pas, les gens savent pas quel prix on paye ce produit-là. Ce serait peut-être intéressant de communiquer peut-être un petit peu plus. Mais nous, on n'a jamais arrêté d'utiliser ce produit, ce magnifique produit. Tout à fait, magnifique produit. Et... du coup, vu que le coût a vachement augmenté ces dernières années, il y a beaucoup d'alternatives, alors plus ou moins qualitatives, hein, toujours. Ça vous a jamais tenté de les essayer pour réduire les coûts? Parce que le goût est vraiment différent. Les goûts ils sont vraiment différents. Ouais. Ça n'a rien à voir. Des sirops vanillés, de la vanilline, vanille de synthèse. C'est bon. Mais c'est pas excellent et ça n'a rien à voir avec une vraie gousse de vanille, quoi. Ça fait plaisir à entendre, je trouve. Ok, donc la vanille, c'est vraiment l'ingrédient préféré de Vincent. Ouais, moi je suis un... Quand on était en train de faire notre CAP, donc avec Jean-Pierre, on n'avait pas le droit de mettre vraiment de vanille dans nos crèmes pâtissières puisqu'il était là pour nous apprendre la technique. Et que donc à l'école, il estimait non nécessaire de mettre de la vanille dans les crèmes pâtissières, parce qu'on est là pour vraiment la texture, savoir bien maîtriser, et puis le goût, quoi. Il disait que c'était pas la peine. Et puis comme il a des avis assez tranchés, il disait, voilà, si la vanille se met à coûter le même prix que la truffe noire au kilo, on arrête d'en mettre, c'est tout. Donc ça, c'était son... en tout cas à l'école. Et Vincent, en cachette, il rajoutait de la vanille. Ouais, j'avoue, j'étais un mauvais élève. Parce que je voulais mettre de la vanille. Non, mais la vanille, c'est vraiment... même en glacerie, c'est une glace vanille, on tourne, on vire. On revient toujours à cette boule de glace vanille avec ses petits points, ses petits éclats à l'intérieur. Et c'est ça qu'on aime, quoi. Et... ouais, c'est vrai. Ouais, c'est l'arôme préféré des Français. Donc c'est sûr que je pense, malheureusement, même si son coût monte, c'est difficile de s'en passer parce que c'est un coût que depuis petit, on connaît et... en effet, les alternatives, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais d'ailleurs, moi, j'ai souvent eu l'impression que c'était le goût de base. Comme si, quand on fait un gâteau à la vanille, moi je dis je fais un gâteau à la vanille, mes copains vont me dire « Ok, mais à quoi ?» C'est un gâteau nature, quoi. C'est un gâteau nature. Donc, quel est le goût à côté de la vanille? Alors que, bon, la bonne vanille, déjà, ça je sais plus, c'est plus d'une centaine d'arômes différents. Enfin, c'est une richesse
infini. Et puis en plus, quand on connaît... c'est vraiment un gâteau de luxe, en fait, de faire un gâteau à la vanille que à la vanille. Bien sûr. Et d'ailleurs, du coup, vous avez le prix de la gousse de vanille dans la crème pâtissière que vous utilisez ? Alors, nous, on fait des recettes de crème pâtissière. On a calé pour que ce soit pratique. On fait 6 litres. On met une gousse qui représente 21% de la matière première, du prix de la matière première. Ouais, c'est incroyable. Ah oui, faut se rendre compte que c'est énorme. On parle d'une gousse de vanille. Si la vanille baisse, je pense que dans les années à venir, ça peut baisser. On retournera à 2 gousses pour 6 litres, quoi. Ouais. Et avec Léa, du coup, l'ingénieure agronome qu'on a eu juste avant, elle nous parlait surtout de la vanille de Tahiti. Et vous utilisez quelle vanille ? Vous avez une préférence pour une vanille particulière ? On a travaillé avec la vanille de Tahiti, mais là, au quotidien, on travaille avec la Bourbon de Madagascar. Ouais. Ok. Mais pour une recette spécifique, je peux aller piocher dans 2-3 origines différentes. Ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment des goûts vraiment marqués, très différents. Ouais, c'est ça. Mais encore très peu de production avec un prix encore plus élevé. Ouais. Donc il faut bien réfléchir après. C'est 0,5% de la production mondiale, je crois qu'elle nous disait. Donc, Ouais, la vanille de Tahiti. Forcément... Mais oui, parce qu'on parle souvent on dit vanille, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte. T'as différents producteurs, même les Comores qui fait de la vanille, etc. Et les arômes peuvent vachement changer. Il y a des pâtissiers, typiquement, qui vont même utiliser 2 variétés différentes de vanille dans une pâtisserie pour avoir encore un arôme particulier. Enfin, c'est vraiment, la vanille, c'est quelque chose de très complexe. Le goût vanille, il est difficile à définir, quoi, on va dire. Oui, on a un traceur, on a un marquage quand même en tête. Après, il évolue, mais... Oui, c'est ça. Moi, j'ai une question. Donc, on met de côté le coût. Vous avez autant de vanille que vous voulez. Vous faites quoi ? C'est quoi votre gâteau préféré ? Qu'est-ce que vous feriez avec ? J'ai une crème madame très vanillée avec des fruits frais. Pour moi, c'est... C'est quoi une crème madame ? Je connais pas. C'est chantilly, crème pâtissière avec beaucoup de vanille. Comme ça, c'est exceptionnel. Oh là là. Et des fruits rouges. Un bon millefeuille avec une bonne crème vanillée. Et moi, je me régale avec des choses comme ça. Des choses simples. Quand on était à l'école avec Jean-Pierre, il y a une pâtisserie où il avait accepté qu'on mette de la vanille. C'était quand on avait fait le millefeuille infiniment vanille de Pierre Hermé. On avait fait une crème légère justement à la vanille et c'est vrai que là il nous avait autorisé à mettre de la vanille, c'était incroyable. Ouais, vraiment c'était fête. On parlait des palaces tout à l'heure. Dans les palaces, ils ont un peu un budget plus large que dans des boutiques du quotidien. Est-ce que du coup, si vous aviez ces budgets, vous utiliseriez la vanille un peu à foison ? Vraiment en mettant un peu partout, ou faut quand même rester raisonnable pour pas rendre ce goût justement trop lambda et pas l'habituer, pas le rendre habituel, quoi. Bon, déjà c'est un parfum pour moi il faut qu'il reste subtil, même s'il est marqué fortement, mais il faut pas non plus tomber dans l'excès. Les gens qui travaillent par exemple la fève de tonka, pour revenir sur un autre truc, si on en met trop c'est immangeable. Ouais. C'est immangeable. À la vanille, il faut vraiment y aller. Mais on peut tomber aussi dans des crèmes où il y en a trop, où on sature. Et pour que ça soit élégant, il faut rester juste bien, quoi. Il faut pas non plus tomber dans l'excès. Donc même si on me l'a donné, je resterai raisonnable, ne serait-ce que pour respecter le produit. Et puis voilà, quoi. On parlait tout à l'heure de peut-être communiquer davantage sur le coût des matières premières et leur approvisionnement et le fait qu'on soit soumis, c'est de la matière vivante, donc en fait on est soumis à la production et aux aléas de l'agriculture en quelque sorte. C'est vrai que ça se fait pas mal déjà pour le pain, vous le faites déjà pour vos farines ? Pour nos farines, on a une traçabilité, on communique beaucoup sur les circuits courts. Et je suis pas arrivé encore là-dessus, mais là en parlant, il y a peut-être des choses à faire sur les produits nobles qu'on utilise vraiment. Donc la vanille bien sûr, le cacao, toutes ces matières un petit peu sensibles qu'on cultive pas en métropole chez nous. Donc ça serait peut-être intelligent. Surtout que c'est du bon cacao aussi que vous utilisez en chocolaterie. Et ah oui, et en fait en cuisine on communique beaucoup sur le produit et j'ai l'impression qu'on a plus éduqué le consommateur. Ils ont quelques dizaines d'années d'avance sur la pâtisserie. Donc à mon avis ça va venir pareil. Je pense que toute cette nouvelle génération de jeunes nous amène beaucoup et
On évolue un peu dans ce sens-là, sur la communication, les réseaux sociaux. Nous, on n'est pas né avec, vous, oui. Donc, on a un gros boulot, mais c'est sûr qu'on va travailler là-dessus. Il faut que le consommateur sache avec quel produit on travaille. C'est important. Et d'ailleurs, je vais citer un autre épisode d'un autre podcast que j'ai écouté, c'est sur le grill décotable, avec Raphaël Marchal, et l'intitulé c'était « La pâtisserie peut-elle rimer avec écologie ?» Et Raphaël Marchal pointait très justement que en cuisine, on fait attention aux produits et on a envie d'ingérer ce qui se fait de mieux. Et pour les gâteaux, c'est comme s'il se passait quelque chose où on se disait « Bah non, je vais pas mettre ces bons œufs, c'est juste pour un gâteau. » Alors qu'en fait, on le mange tout pareil, l'ingrédient. Du coup, c'est vraiment étonnant cette différence entre la pâtisserie et la cuisine pour... ah bah non, ce bon chocolat, c'est à manger comme ça, c'est pas à mettre dans un gâteau. Alors qu'en fait, bien sûr que si on achète une bonne tablette de chocolat d'un chocolatier, ça fera juste un gâteau meilleur. Non mais on parle... On ne peut pas faire de bons gâteaux sans bonne matière première. On est obligé, pour faire un excellent entremets au chocolat avec une crème vanille, on est obligé d'avoir une vanille, une bonne crème, un bon cacao. Tous les éléments sont indispensables pour travailler correctement. Et après, il faut un bon professionnel. Et là, on a tous les ingrédients pour faire un truc un peu sympa. Bah voilà, je pense que tout est dit. Hein. Ouais. Bah merci beaucoup Fabrice. Ouais, merci beaucoup. Merci Fabrice, beaucoup. C'était super. Et félicitations pour votre travail. Merci. On est approuvé par le maître d'apprentissage. On l'aura donc bien compris, la production de vanille est un aspect encore très important culturellement à Tahiti, et en métropole, ça reste un indispensable de notre consommation de nos pâtisseries et de nos autres plaisirs sucrés. On espère vous avoir fait découvrir et apprendre un tas de choses sur cette gousse aux arômes riches, où encore aucun dérivé ne pourra pour l'instant la remplacer, et ça j'avoue que je m'en réjouis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous noter sur Apple Podcast et à vous abonner sur n'importe quelle plateforme que vous utilisez. Vous pouvez même nous laisser un petit commentaire, ça nous fait très plaisir. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram, l'envers du dessert, donc l'envers-du-dessert. Vince y partagera notamment sa recette de vanille au flan. Et je l'ai dit dans ce sens-là parce que il y a tellement de vanille, c'est insensé. Mais c'est délicieux. Enfin, merci beaucoup à 12 qui a mixé cet épisode. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine!